Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'histoire d'un engrenage qui aurait pu être fatal, celui qui mène un jeune bon élève fan de manga jusqu'au trafic international de stupéfiants et aux prisons turques. Cette histoire, c'est celle de Tess, alias Tidiane Karaguera. Il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale toute cette semaine sur la Grèce antique. Dernière question de la semaine, quel régime politique est inauguré par les réformes de Clisthène en 507 avant Jésus-Christ? Vous ne savez pas, je ne savais pas avant de rencontrer Patrice Brun. Il sera là dans une dizaine de minutes pour vous répondre et vous donner toutes les explications. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton, dont on poussera les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Tidiane Karaguera, bonjour. Bonjour. On vous appelle aussi Tess. C'est ça, exactement. Plus souvent Tess que Tidiane, si j'ai bien compris. Oui, c'est mon pseudonyme, mais... Bon, on va alterner les deux. On parle régulièrement dans cette émission des inégalités sociales, du décrochage scolaire, de la drogue et de ses effets sur la santé comme sur la société, mais on le fait aujourd'hui avec vous et non pas comme souvent avec des experts ou avec des sociologues. Et on va partir ainsi d'un témoignage à la fois rare et très précieux, le vôtre, que vous partagez dans un récit saisissant que vous avez écrit avec Marc Fernandez. Il vient de sortir dans la collection Samouraï des éditions Flammarion, son titre Goutte d'or Connexion. On va commencer par situer l'action dans le temps et dans l'espace. On est à Paris dans les années 90 et vous êtes alors un jeune adolescent. Exactement. C'est là que tout bascule, mais plutôt dans les années 2000. Alors revenons à 90, avant que ça bascule. Vous êtes un ado dans un quartier, alors quartier mixte avec des guillemets, parce que c'est mixte sans les blancs, et fan de manga et plutôt bon élève. C'est ça, exactement. Moi, je vais plutôt dans ma bulle. J'étais plutôt en autarcie, quelqu'un d'assez casanier. Donc, la vérité de l'extérieur, je la voyais pas trop, je la ressentais pas trop. C'était plutôt école, maison. Donc, je voyais pas trop la difficulté et toute cette délinquance qu'il y avait à l'extérieur. J'étais un peu dans mon monde utopique. Vous êtes élevé par des parents qui sont arrivés dans les années 80, provenance du Mali? Tout à fait, oui. Et ce quartier de la Goutte d'Or, c'est presque un personnage de votre livre. C'est un quartier qui a l'air comme ça, à la fois très sympa, et en même temps, c'est à l'époque l'épicentre parisien de la consommation de crack et du deal de crack aussi. Tout à fait. Juste avant, c'était l'épicentre de l'héroïne, en fait. C'était l'héroïne et ensuite le crack, c'est-à-dire des drogues très dures, qu'on appelle des drogues dures, justement, qui ont une addiction fulgurante et qui ont des effets très, très, très dévastateurs sur la santé psychologique et physique. Ceux qui en consomment, on ressemble presque à des zombies, en fait. Ces dealers, ces craqueux, pourtant, vous leur devez la vie. Oui, exactement, en ayant fait un tragique accident. Et là, vous n'êtes même pas ado, vous avez quoi, 9 ans, si je me souviens bien? Oui, c'est ça, 9 ans, ouais. Oui, c'est ça. Racontez ce qui se passe. En fait, on venait juste de m'acheter une bicyclette, mon père, et mon cadre de vélo s'est accroché sur l'attelage. Et vu que la personne était ivre et avait démarré brutalement, j'étais passé en dessous de la voiture. Donc j'étais en dessous de la voiture sur plus de 100 mètres. Et vu que la rue, elle était jonchée de bouts de verre et de seringues, donc c'est-à-dire que sur le flanc, j'avais plus de peau. En fait, on voyait mon cerveau à l'air libre, tout. Donc c'était vraiment une vision d'horreur, quoi. Donc tout le monde pleurait. Je voyais les caïds du quartier, des grands du quartier pleurer. Et je me demandais, mais pourquoi ils pleurent? Et après... Est-ce que vous êtes encore conscient, vous? Oui, je suis encore conscient. Et jusqu'à ce que les pompiers interviennent et qu'ils me demandent mon nom, prénom. Et c'est là que je perds conscience. Et là, trou noir. Trou noir, hôpital, et vous survivez? Oui, je survis. C'est quand même eux qui se rendent compte qu'il s'est passé un truc terrible et qui ont appelé immédiatement les secours, qui ont essayé de vous dire ne t'endors pas, ne t'endors pas. Et il y a un deuxième personnage fondamental du livre, en dehors de la Goutte d'Or, c'est votre mère quand même. Parce que votre mère, quand vous êtes tout petit, ces dangers du quartier, elle les voit et elle essaye de vous en prévenir tout le temps. Oui. Justement, le fait que je sois assez casanier, en fait, l'a rassuré. Parce que quand on lit le livre, on voit que jusqu'à mes 20 ans, j'ai jamais eu d'accrochage avec la police ou quoi. Donc c'est au bout de 20 ans, lors de ma première garde à vue, que tout a basculé. On va évidemment parler de cette bascule. Juste avant, toujours ado, collège à la Goutte d'Or.
Et pour le lycée, alors pour les gens qui ne sont pas parisiens, il faut situer les choses. Hein. Y a Barbès, avec le métro aérien. Au-dessus, il y a la Goutte d'Or. Et juste en dessous, il y a le 9e arrondissement. Ce n'est pas un arrondissement bourgeois chic comme ceux que vous allez fréquenter après, mais c'est quand même un autre monde. Qu'est-ce que se dit le jeune Tidiane, vous devez avoir quoi, 14-15 ans à l'époque, quand il traverse ce boulevard pour arriver au lycée Jacques-Decour? C'était au collège. Collège Jacques-Decour, pardon. C'est ça, c'était au collège. C'était assez surprenant, en fait, vu que c'était par rapport à la sectorisation. Donc, c'était la première fois que je quittais le quartier. Vu que j'étais tout le temps dans le quartier et que c'est une sorte de frontière invisible, étant jeune, je n'avais pas le droit de dépasser cette frontière. Donc, c'était la première fois que je quittais cette frontière invisible et que je voyais des personnes d'autres classes sociales, d'autres mœurs, etc. Donc, c'était un peu une découverte au début et c'était une bonne découverte parce que ça m'a beaucoup servi par la suite. Et vous y faites, vous devenez... Si vous l'avez vu, vous étiez peut-être d'ailleurs déjà bon élève à l'école primaire. En tout cas, vous êtes plutôt bon élève. C'est facile d'être bon élève quand on est dans un environnement où parfois les copains, les copines, l'école, c'est pas leur truc. En fait, j'étais un bon élève, mais sous l'influence de l'environnement, j'étais un élève moyen. Donc, en fait, à Jacques-Decour, on était classé par 6e 1, 2, 3, 4, 5. Donc, de la 6e à la 4e, j'étais en 6e 5. Et vu que les professeurs voyaient mon potentiel, au bout de la 3e, on m'a mis en 3e 1. Vu que c'était le moment bascule charnier pour être en général ou en professionnel. Et moi, j'avais vécu ça comme une punition. Parce que j'étais tout le temps dans une classe où c'était un peu mix. Et là, j'étais dans une classe où j'étais le seul black, entre guillemets. Mais moi, j'avais vu ça comme une punition, alors que c'était pour me dire que t'es un bon élève, on va te foutre avec les bons élèves. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu d'absentéisme. C'est là, c'est là que j'ai commencé l'absentéisme. Ah, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, dans les autres classes, j'avais pas besoin de faire d'efforts pour être le premier. Et là, vu qu'on est qu'avec les premiers, donc c'est plus pareil. Et plus quand il y a que des premiers, il y en a forcément un qui est plus premier à l'arrivée. Et surtout, c'était le choc, parce que lorsqu'on annonce les classes, on est tous réunis dans un amphithéâtre, en fait. Il y a tous les élèves et on nous appelle par classe, nom, prénom. Et là, je vois quand on a appelé les autres, on m'a pas appelé. Et là, on m'a appelé dans les premiers, donc ça m'a fait un petit choc comme une punition. Il y en a qui riaient sur moi, donc je l'avais mal vécu alors que c'était quelque chose pour mon bien. Et ouais. Arrivent les années 2000, arrive Internet. Et là, pour la première fois de votre vie, vous commencez quand même à enfreindre un peu la loi. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il n'y avait pas encore les plateformes de streaming actuelles, donc c'était l'époque des CD. Et souvent, les gens se plaignaient que lorsqu'ils voulaient écouter un CD, ils ne voulaient pas écouter toutes les musiques l'une après l'autre. Donc moi, j'ai trouvé l'idée de shipper des titres à droite, à gauche et de permettre aux gens de faire leur playlist qu'ils voulaient sur un CD et donc de les graver et de les revendre un peu sous le manteau. Mais vous vous dites que vous faites un truc mal ou pas tellement ? Non, pas tellement, je le vois pas comme ça en fait, vu que... C'est de la bricole, quoi. C'est de la bricole et qu'il n'y a pas de répression directe, entre guillemets. C'est aussi l'époque où vous découvrez le manga, qui est aujourd'hui encore une de vos grandes passions. Comment ça se passe, la découverte du manga, et comment vous devenez un rat de bibliothèque qui passe une partie de ses journées... Alors je fais comme ça, d'ailleurs, ça signe dans l'autre sens, les mangas, mais enfin bref. Mon premier manga, c'était à la bibliothèque Fleury de la Goutte d'Or, qui s'appelait Noritaka. Et ensuite, au niveau audiovisuel, c'était Naruto. En fait, c'était quelque chose de nouveau, c'était pas assez facile d'accès. Donc, il fallait trouver les bons sites, etc., pour pouvoir les télécharger. Et aussi les trouver pour pouvoir les télécharger en VF, parce que c'était tout le temps en japonais, il fallait trouver les traductions en français. Donc là aussi, il y a un petit peu de bidouille. Oui, mais une vie quand même, entre guillemets, assez rangée, en tout cas par rapport à ce qui se passe autour. On en est là. Et en quelques heures, votre vie va basculer et ça va vous mener, je spoil, mais je l'ai déjà fait dans l'intro, jusqu'à la prison turque de Maltepe avec une condamnation à 15 ans de prison. Et pour ceux qui ont vu Midnight Express, le film d'Alan Parker, Maltepe, c'est pareil, en pire. Et ce qui est fascinant quand on vous lit, c'est la rapidité de cette bascule. Ça se fait au fond en quelques minutes. Tout à fait, en fait. Quand j'ai fait les comptes, entre guillemets, j'ai dealé 20 mois, j'ai pris 20 ans de prison. J'ai dealé 20 mois. Mais la première arrestation... La première arrestation, c'est en 2006. Ouais. Et vous n'avez rien fait. Exactement. C'était dans le quartier. À l'époque, il y avait un flic qui était corrompu. Le shérif. Le shérif, oui, tout à fait. Et vu qu'on était 3 dans l'arrestation et que moi, je n'avais pas de casier et qu'il y avait 0,8 grammes dont on ne savait pas la provenance à qui ça appartenait, donc il a supposé que vu que moi je travaillais à Pizza Hut, un de vos copains l'avait jeté dans la rue, plus loin. Les policiers l'ont vu, ils ont ramassé, ils ont dit c'est à l'un de vous trois, à qui ? À qui voilà. Personne ne veut dire ça à qui, donc c'est à tout le monde. Ouais. Donc au bout de quelques heures de garde à vue,
qui était très très difficile pour moi vu que c'était la première fois, des menottes, la police, une garde à vue. Donc, et là, vos copains, ils disent, nous on a un casier, toi t'en as pas, il n'y a que 0 bigramme, il ne va rien se passer. C'est le shérif qui leur dit. Dénonce-toi. En fait. C'est le shérif qui leur dit de vous dire ça. De me dire, lui, il n'a pas de casier, vous avez déjà du sursis, vous êtes déjà connu pour ça. Lui, il travaille chez Pizza Hut, il est scolarisé, il n'a jamais eu d'antécédent judiciaire. Vous inquiétez pas, je vais parler à la juge et il aura du sursis comme vous. Mais en fait, il m'a chargé dans le procès verbal. Moi, je ne connaissais pas. Vu que c'était la solution pour sortir de ce calvaire-là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais signer, on va sortir. Et vous signez, et c'est le début. Comparution immédiate devant la juge, 1 an ferme. Et on va évidemment continuer cette histoire Tidiane Karaguerra, plus connue sous le nom de Tess. En tout cas, à la Goutte d'Or, et pas que. Goutte d'Or Connexion, ça vient de sortir, c'est chez Flammarion. On se retrouve juste après. Nous, notre passion cette semaine, c'est la Grèce antique. Bon, on n'y connaissait pas grand-chose avant, mais grâce à Patrice Brun, on devient vachement fort. Anti-sèche. Quel régime politique est inauguré par les réformes de Clisthène? On est en 507 avant Jésus-Christ et c'est notre dernier rendez-vous avec vous, Patrice Brun. Bonjour. Bonjour. Qui nous accompagnez depuis le début de la semaine. Vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne, membre du conseil scientifique de l'école française d'archéologie et vous venez de publier chez Armand Collin ces 50 dates historiques de la Grèce antique que nous feuilletons ensemble depuis le début de la semaine. Clisthène. Clisthène, donc un grand législateur athénien. Qui vient 2 ans après la chute des tyrans à Athènes. Le tyran Hipparque a déjà été assassiné 4 ans plus tôt. Son frère Hippias est renversé et, avec l'aide des Spartiates. Et pendant un certain temps, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis arrive en 508-507 avant notre ère, les réformes de Clisthène. Grand législateur, mal connu d'ailleurs, mais il n'a pas créé les cadres de la démocratie. Il y a un terme qui ne va pas durer longtemps, c'est l'isonomie. Il crée l'isonomie, c'est-à-dire nomos la loi, iso, comme dans le triangle isocèle. C'est pareil. C'est égal. Eh bien, c'est la loi égale pour tous. Mais c'est quand même une révolution. L'idée que la loi puisse être égale pour tous, c'est la première fois que l'on voit ça en Grèce, et pas qu'en Grèce d'ailleurs. Alors le tous, ça met qui ? Les citoyens. Les citoyens. N'exagérons rien. Non, on ne va pas quand même y mettre les esclaves ni les femmes, n'est-ce pas? Donc effectivement, les citoyens, c'est les hommes qui ont plus de 18 ans et qui sont issus, à ce moment-là, de pères citoyens. Plus tard, 50 ans plus tard, les lois dites de Périclès imposent que le père soit citoyen et que la mère soit fille de citoyen. Alors, on restreint un petit peu la nationalité. Alors, il offre un cadre. Clisthène offre un cadre et il crée, à côté du très ancien tribunal dit de l'Aréopage, il crée un conseil qu'on appelle le conseil des 500. Le tribunal de l'Aréopage, c'était un conseil élitaire, on peut dire. Et c'est tiré au sort, les 500. Et les 500 sont tirés au sort. C'est que je sais, parce qu'on l'a boulé. C'est la boulée, on appelle le conseil, boulé, du grec boulomai, qui veut dire « je décide ». Donc le conseil, on est tiré au sort. On est tiré au sort à l'intérieur de chaque village, chaque dème. Et évidemment, ça donne une idée démocratique tout à fait nouvelle. Et petit à petit, ces cadres démocratiques, on va dire des cadres isonomiques, deviennent de plus en plus démocratiques à partir du moment où le conseil dit des 500 prend peu à peu le pas sur l'Aréopage. On peut dire que... Donc on ne peut pas dire qu'il invente la démocratie athénienne, mais quand même... Il invente les cadres. Il invente les cadres, et notamment, pas rien quand même. Et notamment avec la création de ce tirage au sort. C'est ça. Alors le tirage au sort est connu, déjà dans l'Iliade, on parle du tirage au sort, mais c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre de penseurs politiques actuellement disent que ça serait bien qu'on fasse un tirage au sort. Ça se fait d'ailleurs. La Convention citoyenne, c'était du tirage au sort. Et puis, dans notre droit, le tribunal d'assises... Pour les jurés. Les jurés sont tirés au sort également. Donc, il y a là, un ferment démocratique dans le tirage au sort, parce qu'effectivement, il n'y a pas de brigue pour l'élection. Et ce système politique devient un élément du récit qu'Athènes se fait d'elle-même et qu'elle se donne d'elle-même, de son identité. Les Athéniens ont toujours aimé beaucoup parler d'eux-mêmes. Et le récit athénien sur les origines est extraordinaire, puisque les Athéniens étaient persuadés qu'ils venaient du sol. Ils étaient, comme dit le nom, autochtones.
Alors, on a même des figures de vase où on voit la déesse Gée, la Terre, sortir le premier roi d'Athènes de la Terre, sous le regard d'Athéna. Et là, il y a cette autochtonie est tout à fait étonnante, et en même temps, elle montre, c'est un petit peu l'origine de la fermeture de la citoyenneté. Parce qu'à partir du moment où on est autochtone, eh bien, on ne peut pas envisager que l'étranger puisse devenir un jour citoyen. Et on devient vite étranger. Ben voilà. Les esclaves, même les femmes, sont un petit peu étrangères, en fait. Elles ne sont pas étrangères, mais elles sont en tout cas étrangères au corps civique. Étrangères au corps civique. Patrice Brun, merci beaucoup, professeur d'histoire ancienne à Bordeaux-Montaigne. Les 50 dates historiques de la Grèce antique, c'est chez Armand Collin. Et merci vraiment de nous avoir accompagnés depuis le début de la semaine et d'avoir enrichi et conforté notre culture sur la Grèce antique. Grand oral, la suite. Tess Tidiane Carragara, il y a eu plusieurs séjours en prison, mais le premier, il est quand même, il annonce finalement tout ce qui va se passer après. Vous dites qu'on dit que c'est l'école du crime, la prison. Vous dites non, c'est pas vrai, c'est l'université. C'est l'université du grand banditisme. Tout à fait, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet. Donc en général, quand on est dans un quartier, on est enclavé dans son quartier. On n'a pas trop de rapport avec les autres quartiers, si ce n'est des rapports conflictuels. On n'a pas de rapport où il y a un échange. Et le seul endroit où il y a des échanges, justement, c'est la prison, où tout le monde est à nu, à découvert, on se confie, on apprend l'un sur l'autre et on apprend différents domaines. Par exemple, nous, c'était l'héroïne, le crack. Vous allez dans le 94, c'est les braquages. On vous explique comment faire des braquages. Vous allez dans un autre département, on vous explique que c'est les escroqueries. Dans un autre département, on vous explique que c'est les cambriolages. Dans d'autres départements, on vous explique que c'est des kidnappings, prendre des rançons, etc. Et c'est là que vous découvrez qu'il y a plusieurs délits à commettre, comment les commettre, avec qui les commettre, quels sont les gains, etc. Et puis vous tissez des liens, des liens d'amitié. Tout à fait. Avec un certain nombre d'autres que le cas échéant, vous allez retrouver à la sortie. Et vous, c'est ce qui se passe. Et ça vous donne l'idée de devenir dealer de crack. Et la suite de l'histoire, d'une certaine manière, c'est celle d'une affaire qui marche, parce que vous vous révélez être un très bon commerçant et un très bon entrepreneur, finalement. Oui, tout à fait. Je me suis dit, vu que c'est un business, mais qui n'est pas un business pas comme les autres, donc j'ai essayé de voir comment générer des profits, où les générer, la rentabilité, la fréquence des acheteurs, vu que souvent ils sont titulaires du RSA, donc j'essaie d'avoir plus de produits au début du mois, etc. Donc, et j'apprends surtout à cuisiner le crack, parce que avant ça, j'avais jamais vu de crack avant ma première arrestation. Donc je leur demande à mes amis, mais c'est quoi le crack ? Ils n'ont pas de réponse, donc moi je me renseigne, je vois que c'est un dérivé de la cocaïne, etc. Donc, comment ça se prépare ? Vous êtes plutôt bon cuisinier ? Oui, tout à fait. Et donc finalement, les affaires commencent, sauf que très vite vous retombez, retour à la case prison. Au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, là pour plus longtemps, parce qu'il y avait un sursis, c'est ça qui saute. Et donc vous allez devoir faire l'intégralité de la peine. J'ai quand même, juste avant de continuer, parce que les choses encore plus graves vont arriver, mais à ce stade de votre histoire... parce que si vous écrivez, si vous témoignez aujourd'hui, c'est quand même pour éviter à d'autres d'avoir le même parcours. Qu'est-ce qu'il aurait fallu vous dire ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que vous redeveniez le bon élève, le Tidiane, qui est prêt à faire des études et qui n'a pas envie d'enfreindre la loi ? En fait, je pense que la chose à faire, ça aurait été en amont, avant la première incarcération. À ce moment-là, c'est déjà trop tard, vous pensez ? Après, c'est déjà trop tard. Il y a une certaine cassure. Le monde utopique, il y a eu quelque chose qui s'est brisé en moi. Parce que vous avez ressenti cette première condamnation comme terriblement injuste en plus. Terriblement injuste, mais pas si injuste que ça, parce que c'est moi qui ai dit que j'ai dealé. En fait, pour moi, la justice a fait son travail dans le sens où je n'avais pas à être devant cette justice-là. Mais j'ai vécu ça comme une sorte de punition, en fait, que quoi qu'il arrive, j'allais finir comme mes amis, entre guillemets. Et puis surtout que vos amis étaient noirs eux aussi, et vous dites... Si on ne l'avait pas été, c'est pas sûr qu'on aurait été contrôlé ce jour-là dans la rue. Il y a aussi ça, non ? Oui, tout à fait. Après, c'était un quartier populaire et il y a ceux qui se font contrôler et d'autres non. Mais je pense que c'était beaucoup, beaucoup plus de ma faute. Et il y a eu cette cassure, cette brisure d'âme en moi qui a fait que je n'étais plus le même. Réincarcération, et là, rencontre avec celui que vous appelez Armando, un Brésilien. Vous allez vers lui d'ailleurs dans la cour de la prison. Oui, tout à fait. Vu que je suis quelqu'un d'assez empathique et je voyais qu'il avait souvent les mêmes vêtements et qu'il était d'un certain âge, je me suis dit, peut-être qu'il a besoin d'aide. Donc je lui ai proposé s'il voulait des cantines ou autre et qu'il m'avait dit que non, qu'il avait juste besoin d'un téléphone pour pouvoir appeler sa femme et qu'il aura tout ce qu'il faut s'il réussit à la joindre. Voilà, donc vous allez vers lui parce que c'est un petit bonhomme qu'il faut aider et en fait,
quelques mois après, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tellement un petit bonhomme qu'il faut aider. Ouais, tout à fait. C'est par la suite, il m'avait dit qu'il était là pour stup, mais qu'il n'avait rien fait. Mais lors de l'incarcération, je ne savais pas trop que c'était un gros bonnet brésilien, quoi. Donc c'est à la sortie que j'ai compris que c'était un narco brésilien de Sao Paulo. Et alors vous le comprenez tout simplement parce qu'il vous embauche. Tout à fait. Ben, il m'enrôle sans que je le sache, parce qu'il il me fait semblant d'aller chercher sa fille, etc. Et finalement, c'était pas sa fille. Il vous dit, viens chercher ma fille à l'aéroport. Ouais. Et là, vous vous retrouvez à revendre. Ouais, de la cocaïne. Et ça marche du feu de Dieu. Oui, vu qu'elle est pure et qu'il n'y en avait pas tellement sur Paris, et que j'avais développé un réseau de coke en parallèle, donc ça tombait à pic, donc j'ai pu élargir mon réseau très facilement. Avec toujours, vous êtes très jeune à l'époque, vous avez une vingtaine d'années, oui. Avec un côté hyper vertigineux, d'un coup l'argent qui coule à flot. Vous êtes quand même, quand je disais que vous étiez un bon entrepreneur, à côté vous créez une société de location de voitures, ensuite vous vous mettez à organiser des fêtes sous le nom de Tess, donc peut-être que celles et ceux qui nous regardent, qui ont été aux fêtes de Tess dans ces années-là s'en souviennent, c'est vous qui les faites très très recherchées, très prisées, vous devenez quelqu'un qui compte dans le Paris de la nuit aussi. Tout à fait, ça s'appelait Playboy Game Show, en référence au magazine Playboy. Enfin, j'étais l'un des premiers à ceux qui envoyaient un certain montant, à envoyer des stripteaseuses en fait. Donc plein de concepts comme ça. J'ai été l'un des premiers aussi à ramener des artistes pour faire des showcases. Enfin, j'ai été pionnier dans beaucoup de secteurs, notamment la location de voitures de luxe qui avant n'était pas quelque chose. Vous les faites venir d'Allemagne. Tout à fait. Et après, je les reloue sur Paris. Donc j'étais l'un des pionniers aussi. Donc je comptais vraiment dans le paysage parisien, underground. Et accessoirement, vous travaillez comme un dingue. Oui. De l'autre côté, il y a la coke et Armando qui m'envoie de plus en plus de coke. Je lui dis non, il me dit non, mais t'inquiète pas, gère. Donc j'ai dû aussi faire du semi-gros dans le crack par rapport à mes autres amis pour pouvoir liquider les stocks parce que au détail, j'aurais pas pu liquider toutes ces quantités-là. C'est une vie à 1000 à l'heure, vous la racontez dans le livre, parce que vous travaillez comme un dingue, mais c'est aussi une vie de grande solitude. Il y a un moment où vous dites, finalement, j'arrêtais pas, mais quand je me retrouvais chez moi, j'étais tout seul. Tout à fait. Vu que ma mère, elle n'était pas d'accord avec ce mode de vie-là, donc elle m'a éloigné pour pas que j'influe sur mes frères et sœurs. Donc j'étais un peu éloigné de ma famille et c'était quelque chose de très, très, très important pour moi, vu que jusque mes 20 ans, j'étais tout le temps chez moi, dans ma chambre, en fait, chez moi. Donc ce cocon familial, cette structure et ce lien m'avaient beaucoup manqué. À ce moment-là de l'histoire, même question que tout à l'heure, est-ce que quelque chose aurait pu vous arrêter ? Je pense en amont, après la première détention, si quelqu'un m'avait pris sous son aile, en fait, m'aurait un peu écarté du quartier et me dire que bon, t'as fait une erreur. Là, il y avait un petit espace. Voilà, il y avait un petit espace après la première incarcération. Ouais. Mais là, vous êtes dans ce tournoiement, la folie, l'argent qui vient de partout. Vous êtes très demandé, une petite star en fait. Dans votre monde. Enfin, je sais même pourquoi je dis une petite. En fait, je suis un peu indispensable dans le monde des soirées. C'est moi qui gère. Dans le monde de la location de voiture, c'est moi qui gère. Dans la coke, c'est moi qui cuisine pour mes amis, etc. Donc, je suis un peu la pierre angulaire de tout ça. Un jour, vous décidez pourtant de décrocher. Sauf que c'est pas si simple que ça. Et toute l'histoire a commencé sur une loyauté de quartier. Cette loyauté, elle vous poursuit parce que Armando va vous demander un dernier service. Je mets service avec plein de guillemets. Là, vous pourriez très bien aller voir la police, dénoncer le trafic, négocier une peine aménagée. Mais enfin, si je vous lis, ça vous traverse même pas l'esprit, ça. Non. On fait le job. En fait, quand on arrive sur un terrain, il faut accepter les règles. C'est ça. Voilà, il faut prendre les bons comme les mauvais côtés et les accepter. Et c'est finalement en faisant un dernier voyage au Brésil, vous devez ramener 2 valises de drogue. Alors c'est un peu l'histoire qui vient d'avoir lieu. D'ailleurs, il y a un certain nombre de bagagistes et même de cadres de l'aéroport Charles de Gaulle qui ont été arrêtés récemment à cause d'un trafic qui venait du Brésil. C'était la semaine dernière. Vous, c'est la même histoire au fond. Oui, tout à fait. C'est ce que Armando me demandait pour pouvoir essuyer ma dette. C'est de trouver quelqu'un qui travaille soit dans une zone aéroportuaire ou dans une zone portuaire. Et si je trouvais une personne, ma dette était effacée parce que je devais... Et vous laissez tranquille. Sauf que le problème, c'est que vous prenez un vol pour Paris, mais via la Turquie. Pour Dakar. Enfin, pour le Sénégal, pardon. Dakar. Via la Turquie. Et qu'en Turquie, vous vous faites arrêter. Et là, c'est une expérience terrifiante. Oui, à 24 ans, j'écope de 15 ans de prison.
Et dans des conditions que vous décrivez dans le livre. Alors, Très vous employez-vous l'image de Midnight Express, je l'ai employé aussi, mais c'est monstrueux, vous avez failli laisser votre peau. Ouais, c'est très difficile, hein, psychologiquement, physiquement, même au niveau de la nourriture. On a droit à une cuisse de poulet par semaine. Le boulgour, si j'ai bien compris, il ne faut pas vous en servir. Ouais, parce qu'il était mal trié, donc... Il y avait des vers dedans, enfin, voilà, tout ça est absolument terrible. Ouais. Et c'est finalement, quelques années plus tard, vous êtes rapatrié en France, au bout de 6 ans, une petite réduction de peine. Et là, une découverte incroyable, vous êtes père. Oui, tout à fait. Et vous l'apprenez à ce moment-là. Oui. Et ça change quoi, alors? Ça change beaucoup de choses. Là, on a une responsabilité, déjà du point de vue des années qu'on n'a pas passées avec notre enfant, et là, pour les années à venir, d'essayer d'être le meilleur parent possible. Et c'est ça qui, aujourd'hui encore, vous porte? Tout à fait. Vous avez décidé de témoigner, de raconter aux jeunes qu'avec la drogue, il n'y a que 4 issues, je vous cite, la mort, la prison, la folie ou la cavale. Le problème, si je vous ai bien compris, c'est qu'il ne suffit pas d'expliquer ça. Parce qu'à un moment, il est trop tard et les jeunes, ils ne l'entendent pas. Donc finalement, si on n'ouvre pas des perspectives d'études, d'emploi, d'insertion, en gros, si on ne s'attaque pas à la question des inégalités, on ne va pas y arriver non plus. Justement, le livre, il est fait pour avoir un discours d'une personne qui a vraiment vécu ce de quoi il parle. Parce que souvent, la plupart des gens qu'on interroge, c'est des gens qui ont la théorie mais qui n'ont pas la pratique. Et vous comptez là-dessus, en disant « Regardez ce qui m'est arrivé ». Oui, et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes de faire des interventions et de leur expliquer, même entre 4 yeux, ce qui va vraiment leur arriver et quelles sont les 4 alternatives. Qui sont pas simples. Il n'y en a pas d'autres. Marc Fernandez vous a aidé à écrire ce livre, Tidiane Carragera, comme on dit, Tess. Tess, oui. Il m'a plus qu'aidé, il a retranscrit au mieux avec une image. Bon, en tout cas, ça donne un super résultat. C'est un vrai plaisir de lecture. Merci aussi beaucoup de ça. Goutte d'or Connexion, c'est chez Flammarion. Vous restez avec nous, on va pousser les portes d'une autre librairie. C'est les livres pour enfants, mais au fond, le vôtre pour les ados, c'est déjà pas mal. Célie Luton. Et derrière les portes de la librairie, il y a Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. 3 conseils de lecture. Le voyage de l'âne, tout d'abord, Isabelle Grelet, Irène Bonassina. C'est une réédition, c'est chez Didier Jeunesse. Rien que quand on regarde la couverture, vous l'avez à l'écran, on se dit que ça doit être assez cocasse et marrant. C'est mignon, c'est drôle, c'est coloré et c'est sur la répétition. Donc à partir de 3 ans, c'est génial pour les tout petits. L'âne sans... C'est très beau aussi, hein, je me permets, je joue un peu au hasard. Ah mais oui. C'est de la peinture quand même. C'est de l'aquarelle, oui, c'est Irène Bonassina, c'est toujours magnifique, vous le savez. Donc notre âne s'ennuie ferme dans sa ferme, il décide de partir jusqu'à Gibraltar, changer d'air. Il retape un 4 roues et c'est parti avec les copains. Sauf qu'au fur et à mesure des étapes, chacun de ses amis va trouver un petit coin de paradis. Est-ce qu'il va se retrouver seul? Ouch! Non, il va rencontrer la plus belle de toutes les ânesses avec ses jolies tresses. Oh là 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 là, si c'est pas beau! À condition que c'est elle qui tienne le gouvernail. Mais je ne dis rien sur les péripéties de cette histoire. Oui, forcément. Je ne vais pas montrer la fin alors, mais ils sont extrêmement mignons. C'est drôle, c'est tendre. C'est à partir de quel âge? Pareil, hein, quand on regarde les illustrations, le peu de texte, on se dit que c'est pour les tout petits, mais en fait... Il faut quand même savoir se poser. Hein, c'est un 3-5 ans. 3-5 ans. Oui. Superbe. L'âne et ses copains et ses copines. La poule maintenant, une poule aveugle et un canard boiteux à la piscine. C'est d'Ulrich Hub, illustré par Jörg Müll. C'est ça, c'est un beau duo d'artistes et un beau duo de personnages. Alors ça, c'est un roman, parce que là, il y a quand même du texte. Hein. À l'intérieur, Gallimard a marqué 7-9 ans, mais à 7 ans, ça me paraît compliqué. Avis, ça passe pas. Pour moi, c'est plus du 8-9 ans. C'est cocasse, mais c'est drôle quand même. Canard boiteux, une poule aveugle, ils partent à la piscine et la poule attire tous les regards. Et là, il y a son copain qui est à côté. Moi. Est-ce que la dispute... Elle est en train de se prélasser. Mais oui, tout le monde la regarde, tout le monde l'adore. Et finalement, le copain, il se dit, et moi, ma copine, est-ce que la dispute va éclater? Est-ce que c'est la fin de leur amitié? Je pense. Non. J'espère pas. Je sais pas. Suspense. On termine avec La vérité sur Judith D. C'est un roman signé Anne Vental, romancière formidable. Incroyable. La vérité sur Judith D. C'est mon coup de cœur de cet été, je pense. Ne vous fiez pas à la finesse du roman. Il ne fait que 69 pages. Il n'est pas pour les petits. À partir de 13 ans, adultes, vraiment... Prenez-en de la graine. Tout commence par notre narratrice. Elle est dans la salle d'attente d'un cabinet. Elle feuillette un programme télé. Et un titre attire son regard. Venez écouter la vérité sur l'histoire de Judith. Alors Judith, qui est-elle? C'est une jeune fille avec qui elle était à l'école primaire. Et elle a toujours été mystérieuse. Regardez la couverture, cette jeune fille, timide. C'est pas la copine que vous voyez sur les bancs de l'école. Elle paraît instaurer une distance.
Et Judith l'a toujours fait. Et notre héroïne est la seule à avoir voulu, enfin notre narratrice est la seule à avoir voulu découvrir le secret que cache Judith. Quel est-il ? Judith a une enfance particulière. Elle a grandi, aujourd'hui on dirait une secte, mais c'est beaucoup plus ténu que ça. Et c'est fondé sur une histoire vraie ? Oui. Dingue, la vérité sur Judith Day, Anne Allez Montal. la découvrir, lisez-le. Très beau livre, c'est chez Actes Sud Jeunesse. La poule aveugle et le canard boiteux à la piscine, mais aussi le voyage de l'âne. Célie, merci beaucoup. Tess, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ça, c'est pour les ados. Il faut qu'ils le lisent, parce qu'en fait, si on attend d'avoir 25 ans et d'être en prison en Turquie, mais ça ne sert à rien. Pas. Non, c'est maintenant. Donc il faut le lire avant. Et en plus, ça se lit comme un polar, et avec autant de plaisir qu'un manga, l'autre passion de Diane. Merci mille fois de nous avoir rendu visite dans l'émission. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage, Eva Troller, Dylan Coller à la préparation de l'émission avec Marine Plantec, Dylan qui est en régie aujourd'hui, avec au son Saïd Mamou et Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.